Bonjour Catherine Guéguin et merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation pour cette interview par écran interposé. Oui, Alors nous aurons le plaisir de vous accueillir à la librairie Dialogue à Brest dans le cadre de notre programmation 2020 des oui. éclaireurs de dialogue. Et ensemble, nous allons échanger sur les neurosciences et la façon dont elles peuvent entraîner une révolution éducative. Vous êtes pédiatre, spécialisé dans le soutien à la parentalité et depuis 2014, vous avez publié plusieurs ouvrages qui nous invitent à repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Et après, pour une enfance heureuse, vivre heureux avec son enfant et heureux d'apprendre à l'école, vous publiez à la rentrée aux éditions Les Arènes une lettre à un jeune parent dans laquelle vous livrez des conseils pour faire grandir les enfants. Alors, dès le début de cette lettre, vous écrivez les mots suivants. Grâce à la science, pour la première fois depuis que l'humanité existe, nous commençons à mieux savoir comment nous y prendre avec les bébés, les enfants et les adolescents. Alors, c'est une phrase porteuse de promesses et ce qui vous permet de l'écrire, ce sont les neurosciences, non pas cognitives, mais affectives et sociales. Est-ce que vous pourriez alors nous expliquer la différence entre ces deux champs des neurosciences? Alors, les neurosciences cognitives, ce sont des sciences qui sont très anciennes. Elles datent de 1970 et elles étudient ce qui se passe au niveau du cerveau pour tout ce qui est intellectuel. Comment on apprend à lire, à écrire, à compter. Donc, vous voyez, ça, c'est très ancien. Par contre, les neurosciences affectives et sociales sont extrêmement récentes. Elles datent de la toute fin du XXe siècle et à l'heure actuelle, elles sont en pleine éclosion dans le monde entier. Et pour moi, elles sont absolument passionnantes. Pourquoi? Parce qu'au XXe siècle, quand on étudiait le cerveau, nous médecins, ou les psychologues aussi, on savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Mais on ignorait totalement qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Des choses qu'on sait tous profondément, que nos relations et nos émotions sont vitales pour nous, elles sont essentielles. Donc ça change absolument, vous voyez, la vision qu'on a d'un être humain. Et j'aimerais que les philosophes s'emparent de ce sujet-là, parce que ça change totalement ce qu'on pense sur le développement d'un être humain, que nos relations et nos émotions sont fondamentales. Alors, vous le disiez, elles datent de la fin du XXe siècle, donc elles sont très récentes, ces neurosciences. Dans quelle mesure est-ce qu'elles ont constitué pour vous une révolution dans votre métier de pédiatre? Alors, beaucoup de gens le savent, mais le savent peu, que la grande majorité des enfants sur toute la planète, sur tous les continents, sont humiliés verbalement et physiquement tous les jours, quotidiennement, aussi bien dans leur famille que dans les institutions. Je n'en veux pas du tout aux parents de faire ça, parce qu'ils le font en croyant bien faire. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, ils pensent que c'est en humiliant les enfants, en leur disant t'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, je vais te punir. Ils les menacent, que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Donc, depuis la nuit des temps, on élève les enfants comme ça, c'est-à-dire qu'on les dresse. Et à l'heure actuelle, on sait que ça abîme profondément le cerveau. Il y a des recherches scientifiques très intéressantes qui montrent ce que ça fait à tel endroit du cerveau quand on humilie les enfants, aussi bien les humiliations verbales que physiques. Donc, c'est une révolution de changer de façon d'éduquer et de qu'est-ce que nous disent ces chercheurs? Que ça va être l'empathie, l'encouragement, l'affection qu'on porte à un enfant qui va faire maturer son cerveau. Donc vous voyez, il va falloir que les adultes changent totalement de comportement vis-à-vis des enfants parce qu'ils ont très peur de changer de comportement. Ils pensent que s'ils sont empathiques, ça veut dire qu'on les laisse tout faire. Pas du tout, bien entendu. La vraie éducation, c'est être un modèle, c'est-à-dire que soi-même, si on n'humilie pas l'enfant, l'enfant va apprendre que, eh bien, idéalement, il n'y a pas de rapport de force entre humains, mais il y a l'empathie, de la solidarité, de la convivialité entre humains, mais il n'y a pas de rapport de force. Donc vous voyez que c'est vraiment une vraie révolution éducative. Alors ce terme d'empathie que vous employez, il est central pour vous. Vous prônez, enfin vous livrez une vision
d'une éducation empathique dans vos ouvrages auprès des parents, auprès des professionnels de la petite enfance, auprès du corps enseignant également. Et dans le livre, on découvre deux choses très enthousiasmantes au sujet de l'empathie. La première, c'est qu'elle est innée. Nous naissons tous avec une empathie affective. Et la seconde, c'est il existe un cercle vertueux de l'empathie, c'est-à-dire que plus on grandit dans un environnement bienveillant et empathique, plus on va être empathique soi-même. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce fonctionnement de l'empathie? Oui, alors, on est tous avec de l'empathie. Et l'empathie, il y a une molécule qui est la molécule de l'empathie, c'est l'ocytocine. On a tous de l'ocytocine à la naissance. Malheureusement, comme je vous ai dit, la majorité des enfants subissent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie. C'est la première année de vie où les enfants sont le plus maltraités. Et donc, c'est ce stress va faire qu'il va y avoir du cortisol de sécréter, la molécule du stress, et qui va empêcher le développement de l'empathie. Donc, la majorité des humains ont envie d'être empathiques, mais ils ne savent pas comment faire, puisque cette molécule n'est pas développée chez eux. Et l'extraordinaire à savoir, c'est que comment on est empathique, c'est en recevant de l'empathie. Et donc, c'est ce que vous avez dit, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus le parent va donner de l'empathie à son enfant, plus l'empathie de son enfant va croître aussi chez lui. Donc, pour que les parents soient empathiques, il faut d'abord qu'ils soient empathiques avec eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et moi, ce que je voudrais que les parents comprennent, c'est que plus eux ont de l'empathie pour eux, de la compassion pour eux, ne se culpabilisent pas. Toute ma vie de pédiatre, j'ai été avec les parents et j'aime les parents. Même les parents qui sont maltraitants, je les ai aimés parce que je sais pourquoi ils étaient maltraitants. C'est parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Donc, il va falloir que les parents n'aient pas de culpabilité quand ils font des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Et que quand un parent commence à s'énerver avec son enfant, il faut qu'il se dise, ben oui, là j'ai disjoncté parce que je suis trop fatiguée, je n'en peux plus, parce que élever un enfant, c'est à la fois formidable, mais c'est à la fois très fatigant. Ça demande énormément de ressources. Donc il faut que les parents aient d'abord de l'empathie et de la compassion pour eux. Et que quand ils font des erreurs, quand ils disjonctent, ils s'excusent auprès de leur enfant. Et dans ce cas-là, ils sont un modèle. Ils montrent à leur enfant que, ben oui, dans la vie, on se trompe tout le temps. Jusqu'à la fin de notre vie, on fait des erreurs. Ce n'est pas grave. Par contre, il faut le reconnaître. Et dans ce cas-là, l'enfant va faire comme le parent. Il va accepter de faire des erreurs. Et il va voir que l'intérêt de la vie, c'est de toujours progresser. Et si le parent sait qu'il peut progresser, eh bien, ça lui donne confiance. Et moi, ce que je veux, c'est donner confiance aux parents. Oui, vous pouvez être empathique. Oui, vous pouvez progresser tout au long de votre vie avec vos enfants. Et il n'est jamais trop tard pour progresser. Jamais trop tard, même si on a élevé son enfant durement quand il était petit. Eh bien, à n'importe quel âge, on peut lui dire, tu sais, moi, je ne savais pas tout ça. Maintenant, je sais. Et maintenant, j'ai envie d'être empathique. J'ai envie de te comprendre. Alors face à cette, éducation empathique, souvent, j'imagine que l'on vous dit: «Mais notre monde n'est absolument pas empathique». Comment est-ce qu'on peut préparer, les enfants à ce monde tout en les éduquant et les élevant dans un espace bienveillant? Ouais. Alors, beaucoup de parents craignent l'empathie parce qu'ils se disent, si mon enfant est bienveillant, ça va être un bisounours, il va se faire attaquer partout, il va pas pouvoir tenir debout dans ce monde. Eh bien, c'est le contraire. Parce que l'empathie, c'est une force. Et quand on est empathique, on se connaît bien, parce que l'empathie, c'est un travail sur nos émotions. Quand on connaît bien la personne qu'on est, eh bien, on arrive à se construire, à avoir une profonde identité. Et on est ouvert à soi, mais on est ouvert aux autres et on est ouvert au monde. On a envie de découvrir le monde. On a envie d'apprendre. Quand on est empathique, c'est-à-dire que ça donne une connaissance de soi, eh bien, on progresse dans notre humanité. Et plus on progresse dans notre humanité, plus on sait avoir des relations satisfaisantes avec les autres. Et quand on sait avoir des relations satisfaisantes avec les autres, le monde s'ouvre à nous. Donc, au contraire,
être empathique donne une force considérable. Alors dans votre livre, vous l'avez dit, vous vous adressez aux jeunes parents parce que, tout ce qui se joue pour les enfants avant 6 ans est fondamental, mais aussi parce qu'il est très difficile d'être jeune parent, et vous le dites dans le livre et vous répétez qu'il ne faut pas se culpabiliser. Comment est-ce que l'on pourrait faire pour accompagner au mieux les jeunes parents, justement? Il faudrait accompagner les parents dès la grossesse. Dès la grossesse, euh, les sensibiliser déjà à ce que c'est qu'être parent. Montrer déjà, par exemple, dans une maternité, faire des groupes de parents et que ces parents puissent se retrouver après la naissance, parler. C'est-à-dire que quand les parents se retrouvent ensemble, c'est une force aussi. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'appartenance à un groupe, à s'entraider. Et je dis aux parents, ne restez pas seuls. Entraidez-vous dans un immeuble, dans un quartier, dans votre village. Ne restez pas seuls. C'est l'isolement qui fait que les parents disjonctent. Il faut que les parents comprennent que oui, ils peuvent s'entraider entre eux et discuter entre eux de comment ils peuvent faire. Donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, dès qu'ils sentent qu'ils sont trop fatigués, qu'ils n'en peuvent plus, ils demandent de l'aide. Et ne pas craindre de demander de l'aide. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ensuite, j'aimerais qu'il y ait un congé parental beaucoup plus important en France, que les enfants soient considérés comme les êtres les plus précieux de notre société. C'est notre avenir. Et donc, il faudrait qu'il y ait un congé parental long. Pour moi, c'est au moins 1 an et partagé avec le père et la mère. Et que les hommes puissent prendre aussi un long congé parental. Et que tout le long de la petite enfance, les parents puissent euh, avoir une adaptation de leur travail pour pouvoir s'occuper de leur enfant. C'est la période la plus difficile pour les parents. C'est toute la petite enfance. Il faudrait vraiment que quand les... comment vous dire ça? Le jour où notre société, comme les sociétés nordiques, comprendront que le soutien aux jeunes parents est fondamental pour la société tout entière, notre société se transformera. Et notre société deviendra comme dans les pays nordiques où les gens sont heureux de vivre dans leur société. Alors que nous, en France, les gens sont tout le temps très en colère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je rêve d'une société beaucoup plus pacifique et beaucoup plus chaleureuse. Eh bien, on peut la construire si on construit d'abord des parents heureux avec leurs enfants, et ce qui va rendre les enfants beaucoup, beaucoup plus empathiques eux-mêmes et chaleureux et sachant s'entendre avec les autres. Alors Sans justement, employer la violence, vous voyez, sans employer la violence. Parce qu'on est un pays extrêmement violent, où les rapports sociaux se font toujours dans la confrontation. Alors que pour moi, il faudrait toujours du dialogue, de l'empathie, toujours, toujours, toujours. alors oui, en effet, ce modèle de société que vous appelez de vos voeux, vous en parlez à la fin de votre ouvrage. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de notre situation actuelle, en France, vous êtes confiante pour l'avenir? Je suis confiante, je vais vous dire pourquoi, parce que depuis de nombreuses années, je suis invitée par l'Éducation nationale en permanence. Et j'ai fait plusieurs fois le tour de la France. Je suis venue à Brest, invitée par un inspecteur, il y a déjà plusieurs années, pour parler aux enseignants. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je me souviendrai toujours de ce qui m'est arrivé justement ce jour-là à Brest. Au terme de ma conférence, il y a 2 jeunes enseignantes qui sont venues me voir en me disant: Madame Bégan, c'est extraordinaire tout ce que vous dites. Vous savez, nous, on l'applique dans notre école, mais ne le dites pas à l'inspecteur. Mais je leur ai dit: mais c'est l'inspecteur qui m'a invitée. Ah bon? Et elles étaient totalement soulagées. Donc vous voyez, je ne dis pas que toute l'éducation nationale entière se transforme, mais il y a beaucoup, beaucoup d'inspecteurs, d'enseignants qui, partout en France, ont compris ce message et l'appliquent déjà dans leur école. Donc oui, je suis confiante. Et je pense que ça va faire tache d'huile. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Avec Guérin. grand plaisir. Et on se réjouit de vous accueillir à Brest au mois Et moi, je d'octobre. serais très heureuse de venir à Brest vous voir.